Je suis relativement intimidé, à vrai dire, ce qui n'est pas trop mon habitude. Je ne suis pas du genre, mais à la fois par votre nombre et puis... oui, mais le micro n'est pas... Le micro n'a pas de... C'est un micro pour la saisie par Paul, mais il n'est pas amplificateur. Je vais donc parler fort. Mon intimidation vient de ce que j'ai conscience de la responsabilité qu'il y a à tenir des propos autour de révolution et contre-révolution dans l'institution du travail, c'est-à-dire à supposer qu'il y a une révolution en cours dans l'institution du travail, que cette révolution est communiste et que nous ne pourrons vaincre Macron qu'en la poursuivant. Alors, ce sont des grands mots, tout cela. Comment transformer ces grands mots en quelque chose qui soit étayé, c'est un peu l'enjeu. Et je ne voudrais pas l'affronter tout seul. Donc, ce n'est pas du tout un séminaire de Bernard Friot. C'est un séminaire de Réseau Salariat avec lequel... et nous souhaitons nouer des liens organiques avec des syndicats qui pourraient être aussi co-organisateurs, par exemple, parce que nous voulons nous adresser à un public militant. Et puis, d'autres chercheurs que moi vont intervenir, en particulier des chercheurs de l'Institut européen du salariat. Et si l'expérience est féconde, certaines des années prochaines, puisqu'on est parti pour 30 ans, d'accord ? Non pas pour vaincre Macron, mais pour faire un travail collectif de réflexion sur la révolution communiste du travail. Certaines années ne seront pas assumées par moi, mais par des collègues qui viendront traiter de thèmes que moi je ne maîtrise pas et qu'il faut aborder si on veut être, non pas exhaustif, mais enfin assumer pas mal des enjeux de l'émancipation du travail. Je voudrais, dans cette première séance, définir les mots dans le sens où certains mots dans le sens où je vais les utiliser, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo dans l'usage de ces termes. J'ai quatre séries de termes. Une première série, travail, valeur, mode de production. Une deuxième série, lutte de classe, révolution. Une troisième série, communisme, capitalisme. Et une quatrième série, salariat, bourgeoisie. Dans quel sens je vais utiliser ces termes-là ? Voilà le début de mon intervention d'aujourd'hui. Et puis, je voudrais dire de façon un peu générale, les séances suivantes vont évidemment le développer de façon systématique, mais quel est l'enjeu de droit de la personne et de droit économique de la personne. Donc deux temps dans mon propos, dans le propos d'aujourd'hui. Une série de termes, la définition d'une série de termes, et puis quid de droit économique de la personne. Première série de termes, donc, travail, valeur, mode de production. Le travail s'entend dans deux sens. Et je ne vais l'utiliser que dans un seul de ces deux sens.
Il y a le travail concret. On sait faire telle ou telle chose. Et je vais, pour qu'il n'y ait pas de confusion, je vais désigner le travail concret par activité. L'activité, c'est la notion d'ailleurs la plus englobante. C'est pratiquement tout ce que nous faisons au cours de notre vie éveillée, sauf des activités purement physiologiques ou de pure consommation. Nous sommes actifs et le travail s'entend dans ce sens-là, travail concret. Mais quelqu'un qui dit « je cherche du travail », ça ne veut pas dire qu'il n'est pas actif. Quelqu'un qui dit je ne travaille plus », ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de travail concret. Là, le mot « travail » a un autre sens, et c'est dans ce sens-là exclusivement que je vais l'utiliser au cours de ce séminaire cette année. C'est le travail, non pas en tant qu'il produit des biens et des services, ça c'est l'activité, c'est le travail concret, c'est encore une fois ce que nous faisons tous, mais c'est le travail en tant qu'il est socialement validé comme producteur de valeur économique. Et quand je parlerai de valeur, ce sera, sans qualificatif, ce sera la valeur économique, qui renvoie à la distinction entre la valeur d'usage, l'utilité sociale, enfin, l'utilité du bien et du service que produit un travail concret, que produit une activité, et la valeur économique qui peut ne pas avoir de lien avec cette utilité sociale. Si vous produisez un médicament comme, je sais pas quoi, comme le Mediator, l'utilité sociale, elle est extrêmement négative, mais la valeur économique va être, elle, éventuellement importante. Il n'y a pas de... La valeur économique n'est pas la mesure de l'utilité sociale. Ce sont deux points de vue complètement différents sur le travail. Étant entendu par ailleurs que l'utilité sociale, ça ne veut pas forcément dire que c'est une utilité positive. Encore une fois, je rentre de la vallée de la Roya, il y a un flic tous les 100 mètres, l'utilité sociale de la chose est plutôt négative. Mais ils font quelque chose. Ils font du travail concret. Ils emmerdent les migrants. C'est du travail concret. Ça a de la valeur économique, puisque rien que dans la région de la Roya, le gouvernement dépense 30 000 euros par jour pour faire vivre ses militaires et autres gendarmes. Mais cette valeur économique ne correspond pas à une utilité sociale positive, bien sûr. Le terme de valeur d'usage renvoie au fait que toute activité produit des biens et services qui servent, mais ça peut servir pour des choses antidémocratiques, destructrices d'un point de vue écologique, etc., bien sûr. La distinction entre travail concret, producteur de valeur d'usage, et travail, au sens où je vais parler du travail, sans qualificatif, travail abstrait, producteur de valeur économique, c'est une distinction à laquelle nous ne sommes pas suffisamment habitués et collectivement, nous n'avons pas suffisamment le souci de conquérir un statut démocratique du travail abstrait.
ce que l'on appelle mode de production, c'est une série d'institutions de la valeur économique. Globalement, deux institutions majeures, le régime de propriété de l'outil de travail, d'une part, et le statut du producteur, d'autre part. Quand on parle de mode de production, on s'intéresse non pas au travail concret, non pas à ce qui est produit concrètement, mais à ce qui a valeur dans ce qui est produit. Et on voit tout de suite d'ailleurs que la valeur économique a un effet déterminant sur la production de valeurs d'usage. Il est clair que si, je ne sais pas, c'est la famille Peugeot qui décide de ce qui a valeur en matière de transport, il n'y aura pas beaucoup de production de canaux ou de voies ferrées. Ce à quoi on attribue de la valeur économique, là où s'exprime le travail abstrait, décide de ce qui va être le travail concret. C'est pour cela qu'il faut absolument centrer notre réflexion sur le travail abstrait, ce qui n'est pas notre habitude, et ce n'est que progressivement, au demeurant, que ce que je dis là, qui a une forme de, peut-être, c'est pas immédiatement compréhensible, va s'éclairer. Donc l'enjeu de la production de valeur, quand on parle de PIB, c'est la valeur, c'est ce qui a valeur que l'on mesure. L'enjeu de la production de valeur est tout à fait décisif et tout à fait sous-estimé. Plus exactement, c'est naturalisé. C'est-à-dire que, on va dire, par exemple, quand vous prenez un mot d'ordre, meilleur partage de la valeur. Le mot d'ordre meilleur partage de la valeur, ça naturalise la valeur. C'est la valeur. Et il faudrait que ce soit quand même mieux partagé. C'est pas bien partagé. Mais on ne s'interroge pas sur la valeur elle-même. Beaucoup de nos conflits ne sont pas de la lutte de classe, j'en viens au terme lutte de classe et révolution, qui sont la deuxième ligne de précision de vocabulaire. Beaucoup de nos conflits sont des conflits de partage de la valeur, comme si on n'interrogeait pas la valeur. Or, précisément, la lutte de classe, c'est un conflit sur la valeur, un conflit sur ce qui vaut, un conflit sur ce qui, dans nos activités, est socialement validé comme producteur de valeur économique. Qui décide de la valeur a le pouvoir. Et la lutte de classe, c'est une lutte entre une classe dirigeante qui a la main sur la valeur, qui définit ce qui vaut, qui le produit, qui le répartit, qui exerce le pouvoir sur le travail abstrait par des institutions spécifiques de régime de propriété et de statut du producteur, et une classe révolutionnaire qui va se construire en résistance
à la définition de la valeur qu'opère la classe dirigeante, à la pratique de la valeur de la classe dirigeante, et qui va, dans une lutte séculaire, hein, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on pourrait qualifié par une date, un acte précis, etc. Ce n'est pas la prise du Palais d'Hiver, ce n'est pas le 14 juillet 89, hein, qui va faire la révolution, c'est-à-dire qui va changer le mode de production. Par révolution, j'entendrai dans ce séminaire le changement du mode de production, c'est-à-dire le changement de la définition de ce qui vaut, le changement du régime de propriété et du statut du producteur, qui est un mouvement qui se fait pour partie à bas bruit et pour partie par des moments de violence, des moments d'irruption du neuf, et puis des moments de recul dans lesquels la classe dirigeante reprend la main. Depuis une trentaine d'années, par exemple, on est dans un mouvement plutôt de recul, ce qui à l'échelle de nos vies individuelles est un peu long, hein, j'en suis d'accord, mais à l'échelle de la révolution, c'est pas très long, hein, d'accord. La bourgeoisie a mis 5 siècles pour faire la révolution, c'est-à-dire pour changer le mode de production, passer du mode de production féodal au mode de production capitaliste. Et vous voyez aussi que le changement de régime politique n'est pas la condition de la révolution, hein. C'est le résultat de la révolution. Le changement de régime politique intervient au XVIIIe siècle, un peu plus tôt en Angleterre. Les Anglais coupent la tête à leur roi un peu plus tôt que nous, sous Cromwell, au XVIIe. En France, la bourgeoisie change le régime politique à la fin du XVIIIe. Mais dans les deux cas, c'est lorsque le changement du mode de production est arrivé à un niveau de maturité tel que le changement du régime politique est possible. Là, je déplace donc la définition de révolution que nous assimilons en général au changement de régime politique. Ne serait-ce parce que nous appelons révolution 89, que les Anglais appellent la grande révolution, la période de Cromwell. Mais encore une fois, ces événements dans l'ordre politique ne sont possibles que parce que le mode de production féodal a été marginalisé par une classe qui a changé la pratique de la valeur, qui n'a pas mieux réparti la valeur. Si la bourgeoisie avait mieux réparti la valeur féodale, nous serions toujours dans la féodalité. Faire la révolution suppose que, sans doute, nous déplacions l'objet assez central pour le moment de nos mobilisations, qui est plus de justice sociale. Une meilleure répartition de la valeur. Ces objectifs-là ne sont pas évidemment disqualifiés, hein, mais on ne sort pas du capitalisme, je ne sais pas, par une bonne fiscalité, hein. On ne sort pas du capitalisme en prenant l'argent là où il est. Ce proverbe populaire qui dit qu'on
on a les patrons au portefeuille, et c'est un proverbe faux. On les a jamais au portefeuille. Ni la hausse des salaires, ni une bonne fiscalité, ni une taxation du capital ne changent la donne fondamentalement si la pratique de la valeur reste la même, si le régime de propriété et le statut du producteur ne changent pas. Ce qu'a fait la bourgeoisie et ce qui en fait une classe révolutionnaire, c'est qu'elle a changé le régime de propriété. On est passé de régime aristocratique de propriété à la propriété lucrative, qui est le propre de la propriété bourgeoise. Et ça a supposé un long changement, en particulier du droit. Et puis, elle a changé le statut du producteur, qui, de serf, est devenu un travailleur libre, comme dit Marx, sur le marché du travail ou sur le marché des biens et services. L'aristocratie n'a pas cherché, la bourgeoisie n'a pas cherché à taxer l'aristocratie. Non seulement elle ne l'a pas taxée, mais elle lui a payé l'impôt. Elle lui a payé l'impôt et elle lui a dit « je t'emmerde. Je ne travaille plus pour toi. Je ne fais plus la corvée. Je ne consacre plus la moitié de ma semaine à travailler pour toi. J'arrête, je ne joue plus ce jeu-là. Je te paye l'impôt parce que tu es le plus fort. Et puis, je travaille comme je l'entends. C'est-à-dire, je change la pratique de la valeur. » Travailler comme on l'entend, c'est pas changer le travail concret. Le changement du travail concret, encore une fois, ne change pas fondamentalement les choses. C'est pour ça que attendre la révolution, je sais pas, de la révolution informationnelle, comme on le fait souvent, en disant c'est le numérique qui change tout. Mais non, le numérique ne change rien. Le numérique nous conduit au GAFA, à Google, à Amazon, etc. C'est-à-dire le numérique peut parfaitement renforcer la logique capitaliste. Il n'y a aucun déterminisme technologique. Tout ça, c'est de la blague d'attendre le changement du type d'outil de travail. D'attendre le changement du travail concret. Ce n'est pas le travail concret qui change la donne. Ce qui change la donne, c'est la pratique de la valeur économique. J'ai conscience d'être dans une certaine forme d'abstraction qu'il faut ensuite étayer, qu'il faut illustrer, mais l'obligation, disons, de déplacer notre réflexion du travail concret vers le travail abstrait est décisive de mon point de vue. La lutte de classe, ce n'est pas une lutte entre groupes sociaux. Les classes, c'est une catégorie abstraite, là aussi, qu'on ne peut pas définir par des modes de vie. Tout ça est assez superficiel. Vous avez une classe qui décide de ce qui vaut et qui organise le travail et qui peut être très multiforme. Et vous avez en construction une classe qui entreprend une autre définition de la valeur, une autre pratique de la valeur, qui va, dans un débat séculaire, marginaliser la pratique dominante. Et cette lutte-là ne se confond pas avec les conflits entre, je ne sais pas quoi, moi, les cadres et les ouvriers, ou des choses comme ça. Nous ne sommes pas où le public, le privé, l'urbain, rural, tout ça, tout ça ne se situe pas au niveau d'abstraction de la lutte de classe. Communisme,
capitalisme, troisième série de mots dont je voulais au départ préciser le sens dans lequel je vais les utiliser. Donc le capitalisme, c'est un mode de production qui repose sur la propriété lucrative de l'outil de travail, c'est-à-dire le fait qu'il soit légitime de tirer d'un patrimoine une plus-value, c'est-à-dire une ponction sur une partie de la valeur créée par ceux qui utilisent l'outil. Et cette ponction d'une partie de la valeur, cette ponction légitime d'une partie de la valeur au nom du droit de propriété lucrative va permettre à ceux qui opèrent cette ponction sous forme de profit, donc le profit, il faut toujours être deux. Un artisan ne fait pas de profit, un artisan fait du bénéfice, d'accord ? Mais il n'exploite personne. Pour qu'il y ait profit, il faut qu'il y ait exploitation. Exploitation, c'est-à-dire ponction sur la valeur produite par autrui. Et celui qui opère cette ponction va ensuite centraliser. Dieu sait si le capital centralise la valeur, il socialise la valeur dans des portefeuilles, dans des capitalisations boursières tout à fait considérables. Et ensuite, cette ponction centralisée va donner à ceux qui en sont propriétaires un pouvoir considérable, puisqu'ils vont ensuite prêter ce qu'ils viennent de prendre pour financer l'investissement. C'est-à-dire que l'outil de travail va être financé par la prédation légitime. Tout l'enjeu de la bourgeoisie, c'est pour cela qu'un régime de production ne change pas en 5 minutes. Il faut changer le droit, il faut changer les représentations, il faut changer les institutions. Tout ça est extrêmement long, aventureux, chaotique. Et c'est ça la révolution. Ce qui montre d'ailleurs que l'éventuelle déception de se dire qu'il faut des siècles pour faire une révolution est compensée par le fait que depuis 1 siècle et demi, nous sommes engagés dans une révolution. Mais que nous ne voyons pas. Parce que la classe dirigeante, elle va naturaliser en permanence la violence qu'elle exerce en définissant la valeur comme elle le fait, en nous faisant prendre comme naturelle la valeur telle qu'elle est produite dans le capitalisme. Et du coup, ça nous rend relativement aveugles sur une autre pratique de la valeur qui est en train de se mettre en place depuis déjà plus d'1 siècle. Depuis plus d'1 siècle, nous sommes engagés dans un processus révolutionnaire. Ce processus révolutionnaire, c'est le communisme. Le communisme, comme le définit Marx, c'est le mouvement par lequel nous sortons du capitalisme, et on ne peut le définir que de façon empirique. Il n'y a pas de définition abstraite du communisme. Le communisme, c'est pas un projet, c'est pas un idéal, c'est pas un truc dont on s'armerait idéalement pour construire du futur. Tout ça, c'est supposer que les idées précèdent les actes, ce qui n'est pas, en tout cas à mon point de vue. Je pense que nos idées sont toujours en retard sur nos actes et qu'on ne change pas la société par un projet. Ça va être justement un des grands enjeux de ce séminaire. C'est un des enjeux de vaincre Macron ou de émanciper le travail, enfin mes ouvrages précédents.
que de montrer comment une classe révolutionnaire s'est construite chez nous en posant des actes de changement du régime de propriété, de changement du statut du producteur, surtout du statut du producteur d'ailleurs pour le moment. Et empiriquement, c'est quoi donc le communisme? Bien, c'est le fait que, à la place du régime de propriété lucrative, qui est le régime de propriété capitaliste, se met en place progressivement. Quand je dis progressivement, ça ne veut pas dire par un long fleuve tranquille. Encore une fois, ça peut être par des éruptions, par des reculs, ça peut être à bas bruit. Se mettent en place donc deux formes de la propriété. Une propriété patrimoniale de l'outil de travail par des collectivités publiques, d'une part, collectivités publiques ne voulant pas dire forcément puissance publique. Le régime général de sécurité sociale, c'est les travailleurs eux-mêmes, enfin jusqu'en 1961, en tout cas pendant 15 ans, c'est les travailleurs eux-mêmes qui gèrent une partie importante de la valeur, l'équivalent du budget de l'État dans les années 60. Le régime général, c'est une collectivité publique, mais ce n'est pas la puissance publique. C'est le capital qui va tenter d'en faire, qui va tenter de l'étatiser, d'accord, avec en particulier les agences régionales de santé, Juppé, qui étatisent l'assurance maladie. Mais le mode communiste de production de valeur, c'est un mode qui est géré par les travailleurs eux-mêmes. Pour qu'il y ait gestion par les travailleurs eux-mêmes, pour qu'il y ait une propriété d'usage par les travailleurs eux-mêmes, je distingue propriété patrimoniale et propriété d'usage, il faut donc non seulement qu'on conquiert la propriété patrimoniale de l'outil de travail. Un outil de travail, c'est à la fois un patrimoine, une usine, je ne sais pas quoi, un procédé de travail, un brevet, enfin, etc. Ça, c'est un patrimoine. Et puis, c'est un outil. C'est un outil qu'on utilise, c'est les deux. Et pour qu'il y ait mode communiste de production, non pas dans un point de vue idéal sur ce que c'est que le communisme, mais en regardant comment il se construit dans notre société actuellement. Nous sommes dans un processus de construction du communisme dans notre société. Dès lors que l'on regarde le travail abstrait, en train de bouger, tel qu'il est en train de bouger, ça suppose que, d'une part, le patrimoine, l'outil en tant que patrimoine appartiennent à des collectivités publiques et non pas à des propriétaires qui vont en tirer un revenu. Et d'autre part, que cet outil soit remis, pleinement remis, quant à la décision sur ce qui va advenir de cet outil, sur ce qui va être produit, comment, avec quelle inscription dans la division internationale du travail, que tout cela, que cet outil soit remis en pleine propriété d'usage aux travailleurs. Là, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Nous avons une expérimentation tout à fait intéressante de la propriété patrimoniale par une collectivité publique. Mais le fait que cette propriété patrimoniale par une collectivité publique soit remise pour son usage à des travailleurs qui vont en décider, ça, nous n'avons pas encore fait beaucoup de chemin de ce côté-là, mais un peu quand même que j'examinerai au cours de ce séminaire.
pour qu'il y ait propriété patrimoniale par une collectivité publique, encore faut-il que l'investissement ne soit pas financé à crédit, c'est-à-dire qu'on sorte du crédit pour financer l'investissement. Or, c'est ce que nous avons fait, nous le verrons, en partie, bien sûr, hein, pas totalement, sinon nous serions dans le communisme, c'est loin d'être le cas. Dans le capitalisme, le corollaire de la propriété patrimoniale lucrative qui autorise un propriétaire d'outils d'extraire une plus-value sur le travail d'autrui qu'il va centraliser pour prêter le crédit et le mode capitaliste de financement de l'investissement. C'est d'ailleurs comme ça qu'on justifie le profit. Il faut bien du profit pour gagner de l'investissement. Le profit d'aujourd'hui, c'est l'investissement de demain, nous dit-on. Tout l'enjeu de la classe dirigeante va être de naturaliser, c'est un mot que j'utilise à plusieurs reprises depuis le début, que je vais peut-être définir maintenant, de naturaliser le crédit, c'est-à-dire de faire un récit du réel qui pose comme naturel la violence inouïe qu'il y a à prêter ce qu'on vient de piquer. Mais nous y sommes totalement... Enfin, nous avons en général intériorisé la nécessité du crédit pour investir. Si vous prenez n'importe quel manuel d'économie, il va poser comme de l'ordre de l'évidence qu'on ne peut financer l'investissement que par crédit. De fait, pour financer un investissement, il faut 3 choses. Il faut d'une part une avance d'argent. Donc il faut qu'il y ait une avance. Il faut d'autre part que, à la période suivante, cet investissement rende possible davantage de travail et donc plus de valeur, puisque le travail, c'est ce qui produit la valeur. Il y a donc un pari sur le fait que cet argent avancé ne sera pas inflationniste, puisqu'il y aura, en contrepartie, une production supplémentaire de valeur. Et puis que cette production supplémentaire de valeur, 3e élément, va pouvoir donner lieu à au financement d'un investissement nouveau, à une nouvelle avance qui relancera le cycle avance, production de valeur supplémentaire. Et dans le capitalisme, la production de valeur supplémentaire étant ponctionnée par le propriétaire lucratif, eh bien, l'avance va se faire sous forme de prêt. C'est de l'argent qu'il a, qui est sa propriété, et il le prête pour financer l'investissement. Le crédit, c'est le mode capitaliste de financement de l'investissement. Et le communisme se construit lorsque le crédit est remplacé, là encore c'est une construction empirique. Le communisme, c'est un chemin empirique de sortie du capitalisme. Lorsque le crédit est remplacé par la subvention. Alors, de quoi s'agit-il ? L'investissement fait l'objet d'une avance.
Mais cette avance n'a pas à être remboursée. Nous sommes dans la subvention. Évidemment, il y a le même pari, que cette avance ne va pas être inflationniste, ça ne va pas être de la monnaie de singe, parce que l'investissement ainsi subventionné va générer du travail et donc de la valeur. Cette valeur supplémentaire, elle va être cotisée. Elle ne va pas être ponctionnée sous forme de profit. Elle va être cotisée dans des caisses qui vont centraliser la valeur. Autrefois, on ne peut pas financer l'investissement sans centralisation d'une partie de la valeur. On ne peut pas financer de l'investissement si on consomme tout ce qu'on produit. Il faut qu'une partie de ce qu'on produit ne soit pas consommée, soit affectée à la production de biens de production. Soit ça se fait par la prédation capitaliste qui ensuite prête et qui va naturaliser sa violence en disant qu'il faut du crédit pour investir. Soit ça se fait par une cotisation qui va concerner une partie de la valeur produite pour l'affecter à de la subvention. Et vous voyez que le cycle cotisation-subvention repose exactement sur la même logique que le cycle prédation, enfin profit-crédit. Dans la subvention, on fait une avance qui est un pari sur la valeur supplémentaire produite et à la période suivante, la valeur supplémentaire produite va être non pas remboursée entreprise par entreprise, d'accord, mais elle va être socialisée dans des caisses qui, gérées par les travailleurs eux-mêmes, vont subventionner l'investissement nouveau. À supposer que, parce qu'il y a toujours une part de création monétaire dans le financement de l'investissement, à supposer que l'investissement soit financé non pas en puisant dans la valeur déjà créée, dont on affecte une partie à l'outil de travail et non pas à la consommation, mais en créant de la monnaie, il n'y a aucune raison que cette création monétaire se fasse par crédit. La création monétaire par crédit, c'est-à-dire par crédit bancaire, c'est la forme capitaliste de création monétaire. Supposons que l'investissement, c'est 400 milliards en France actuellement à l'échelle nationale, mais 300 milliards seulement dans l'outil, parce qu'il y a une centaine de milliards qui sont considérés comme investissements par l'INSEE, mais qui sont la construction d'immeubles, ce qui n'a pas vraiment de valeur d'outil de travail. Supposons que les caisses collectent 350 milliards de cotisations en l'année T, mais qu'elles valident 400 milliards d'investissements, de projets d'investissement, que les travailleurs qui gèrent ces caisses valident 400 milliards de projets. Ils ont été saisis, mettons, de 500 milliards de projets, ils en récusent 100, ils en valident 400, ils ont 350 milliards en caisse. Évidemment, ils vont créer 50 milliards de monnaie, bien sûr, mais par subvention. Ils vont subventionner 400 milliards d'investissements en faisant le pari que les 50 milliards de monnaie créées par subvention, qui ne vont donc pas être remboursés, généreront une valeur équivalente en T plus 1 qui fera que cette création monétaire ne sera pas inflationniste. Donc, je conclus sur cette première institution communiste qui se met en place, encore une fois, dans un conflit énorme. La lutte de classe est un conflit irréductible, et jamais une classe dirigeante n'accepte de perdre son pouvoir. Perdre ses sous, ça ne lui dérange pas du tout, mais perdre son pouvoir, sûrement pas. Parce que son pouvoir sur l'argent dépend de son pouvoir sur le travail. Penser qu'encore une fois, on a la classe dirigeante par l'argent, c'est une sottise. Ce n'est pas en changeant les décisions sur l'argent que l'on change le mode de production.
C'est en changeant qui a le pouvoir sur le travail. C'est le pouvoir sur le travail qui décide du pouvoir sur l'argent. Donc une classe dirigeante, en permanence, elle va lutter, mais comme un chien, bien sûr, contre le remplacement de la propriété patrimoniale lucrative par, d'une part, une propriété patrimoniale de collectivité publique et une propriété d'usage par les travailleurs eux-mêmes de l'outil. Les collectivités publiques propriétaires patrimoniales de l'outil le remettent en plein usage aux travailleurs concernés qui décident de ce que devient cet outil. Ça, c'est fondamental. Il n'y a pas de communisme en dehors de cela, dans l'expérience que nous en avons. Et pour que cette propriété lucrative soit remplacée par la propriété patrimoniale par une collectivité publique et la propriété d'usage par les travailleurs, encore faut-il que le financement de l'investissement par crédit soit remplacé par un financement de l'investissement par subvention. Le financement de l'investissement par crédit, c'est celui par lequel nous travaillons pour rembourser. Vous avez cette très belle pièce de Judith Bernard qui s'appelle Amargy, que je vous conseille d'aller voir ou de faire venir là où vous êtes, qui montre comment toutes nos vies passent à rembourser une dette. Voilà. On a une dette et il faut qu'on rembourse. On travaille pour rembourser. Alors, le travailleur indépendant, c'est les agriculteurs, ils ont des centaines de milliers d'euros de dettes quand ils ont une trentaine d'années, et le Crédit Agricole a calculé le remboursement de sorte qu'ils aient tout remboursé quand ils entrent en retraite. Donc ils bossent exclusivement pour rembourser du crédit. Bien. Mais lorsque l'on est travailleur dans une entreprise, c'est pareil. L'entreprise s'est endettée pour l'outil de travail, et si on bosse, c'est pour que l'entreprise rembourse l'endettement. Donc, nous avons totalement intériorisé. C'est pour cela que la révolution, c'est long, parce qu'il faut changer les représentations. Il faut considérer comme illégitime le fait de rembourser les dettes des entreprises. C'est du boulot. De considérer comme illégitime le fait de travailler pour rembourser une dette. Alors que nous sommes formés, nous sommes socialisés à l'école, en famille, autour de cela. À partir d'ailleurs d'une transposition, d'un coup de force intellectuel, évidemment qu'il faut rembourser la dette que l'on contracte pour acheter un bien de consommation. Parce que le bien de consommation, il ne va générer aucun travail supplémentaire. Donc qu'il faille rembourser la dette que l'on contracte pour rembourser un bien de consommation, bien sûr. Mais en revanche, qu'il faille s'endetter pour travailler, ça, c'est une violence sociale inouïe. Deuxième grande institution par laquelle le communisme se construit dans notre société. Première grande institution, changer le régime de propriété, c'est ce que je viens de dire. Dans la double dimension, sortir de la propriété lucrative, sortir du crédit. Donc vous voyez aussi que revendiquer un pôle public de crédit, dire « Ah, si nous avions des banques publiques », mais ça ne change rien. Nous légitimons le crédit. Il faut au contraire délégitimer le crédit. C'est ça la construction concrète du communisme. Concrète pourquoi ? Parce que nous avons déjà remplacé partiellement, nous le verrons, le cycle profit-crédit par le cycle cotisation-subvention. Et que tout l'enjeu, c'est de généraliser cette institution à l'ensemble de la production. Sortir la production du crédit à l'investissement. Maintenant, s'agissant du statut du producteur, c'est quoi la construction du communisme dans notre pays ? C'est quoi le capitalisme ? Le capitalisme, c'est le travailleur indépendant. Le travailleur indépendant, c'est la forme capitaliste de travail.
parce que les travailleurs indépendants, ce sont les plus exploités. Par exploitation, il faut entendre la ponction d'une partie de la valeur que l'on crée. Et un travailleur indépendant, par qui est-il exploité? Il est exploité par tous ses partenaires, c'est-à-dire les fournisseurs, les prêteurs, les clients. Derrière un fournisseur, vous avez toujours un groupe capitaliste au bout du compte. Peut-être pas tout de suite, pas votre fournisseur direct, mais il est lui-même sous-traitant ou sous la dépendance d'un groupe capitaliste qui va ponctionner à l'occasion de la fourniture une partie de la valeur que vous produisez. Le minotier qui fournit la farine au boulanger va, dans cet acte de fourniture, récupérer par le prix de la farine qu'il impose au boulanger une partie de la valeur que le boulanger produit. Le travailleur indépendant s'endette et derrière un prêteur, il y a toujours un groupe capitaliste au bout du compte. Le travailleur indépendant a des clients et derrière les clients, vous avez une centrale d'achat d'un groupe de la grande distribution, etc., etc. Là encore, qui va ponctionner une partie de la valeur que vous produisez. Donc, le travailleur indépendant, c'est la forme capitaliste par excellence de l'exploitation du travail. C'est pourquoi, en permanence, le capital promeut le travail indépendant. C'est pour cela qu'il a libéré les travailleurs des corporations, pour qu'ils soient indépendants, précisément. Et puis, vous avez la deuxième forme de statut du producteur dans le capitalisme, c'est le travailleur libre sur le marché du travail. Donc, soit le travailleur libre sur le marché des biens et services, ça c'est le travail indépendant, qui va tirer un bénéfice de son activité, soit le travailleur libre sur le marché du travail, qui va tirer une rémunération du fait d'être embauché sur ce marché. Il ne tire pas ses ressources de la vente d'un bien ou service qu'il produirait, mais de la vente de sa force de travail. Et la vente de cette force de travail, tout comme le bénéfice du travailleur indépendant, son fondement, le prix de la force de travail, tout comme le bénéfice du travailleur indépendant, son fondement, ce sont les besoins du travailleur pour qu'il soit encore au boulot demain. Le travailleur indépendant, il faut qu'il soit encore au boulot demain. Bon, il fait un bénéfice en sorte que ses besoins soient satisfaits. Et sur le marché du travail, la paye du travailleur embauché, ça va être également le prix de sa force de travail, c'est-à-dire la somme de ses besoins. Dans le capitalisme, les travailleurs sont reconnus pour leurs besoins. Il leur est affecté du pouvoir d'achat. Contre cela, mais je l'expliquerai longuement lors d'une des séances du séminaire, là je fais une introduction simplement, pour familiariser un peu avec mon vocabulaire et les concepts que je vais développer. Contre cela, une classe révolutionnaire s'est construite contre la rémunération comme prix de la force de travail et a inventé le salaire à la qualification. La qualification, elle renvoie à la production de valeur. C'est l'attestation que l'on contribue à un tel niveau de produire de la valeur, à tel niveau, et ça vaut tant de salaire, à la différence de la certification du diplôme qui lui atteste que l'on produit telle ou telle valeur d'usage. Le diplôme, nous sommes dans l'ordre du travail
concret la qualification dans l'ordre du travail abstrait. Et le capital, comme toute classe dirigeante, la classe dirigeante capitalisme, elle nous récuse comme producteurs de valeur, elle ne nous reconnaît que comme des êtres de besoin qui ont droit à du pouvoir d'achat. Et c'est contre cela que la classe révolutionnaire se construit en disant « mais c'est nous qui produisons la valeur et nous devons être reconnus pour notre contribution à la valeur et non pas pour nos besoins ». Et c'est donc toute la construction, qui est une construction que je vais qualifier de communiste au long de ce séminaire. C'est tout à fait délibérément, bien sûr, que je mets le mot communiste sur la table, pour montrer que le communisme, il est en cours, c'est pas demain, c'est pas hier, c'est pas ailleurs, c'est en cours, ici. Et puis pour que nous ayons des tremplins sur lesquels nous appuyer, si nous voulons continuer. Si nous nous battons pour un projet, nous sommes complètement désarmés, bien sûr, totalement désarmés. Le salaire à la qualification va se construire selon deux lignes parallèles. D'une part, la qualification du poste dans la convention collective, ça va être l'emploi. L'emploi, c'est une conquête de la classe révolutionnaire contre la bourgeoisie qui impose à l'employeur de respecter un niveau de qualification du poste de travail. La bourgeoisie va en permanence se battre contre ça. Les contrats d'objectifs, les contrats de projet, les contrats de chantier, tout ça, c'est fait pour précisément nier la qualification. Quitte à ce que ça lui coûte plus cher. Encore une fois, arrêtons d'identifier le capitalisme et volonté de réduire au maximum les ressources des travailleurs. Une classe dirigeante n'est dirigeante que si elle maîtrise le travail, et donc le travail abstrait. Et donc la maîtrise du travail, ça suppose que on prête pour investir, ça c'est une condition nécessaire. Et deuxièmement, que le travailleur ne soit pas reconnu comme producteur, qu'il soit reconnu comme un être de besoin, qu'il soit invalidé dans sa revendication de maîtriser la production. C'est donc contre cela que va se construire d'une part l'emploi, c'est-à-dire l'obligation pour l'employeur de respecter le salaire à la qualification, et d'autre part, parce que l'emploi, c'est une victoire à mi-chemin, puisque le support de la qualification, c'est le poste dont est propriétaire le capitaliste. Donc, il maîtrise le support de la qualification. L'autre voie, c'est la qualification de la personne, le fait que ce soit la personne qui soit titulaire du salaire. Et là, nous verrons, j'y consacrerai toute une séance, à la façon dont la classe révolutionnaire se construit en conquérant le fait que non seulement on soit titulaire de l'outil de travail, mais que l'on soit aussi titulaire de son salaire. Le communisme, c'est lorsque nous sommes titulaires de l'outil de travail, titulaires du salaire, c'est ça les droits économiques de la personne, et que nous le sommes en tant que personne. Qu'il n'y a pas de conditions à remplir. Le passage au communisme se caractérise d'abord par le fait que le travail n'est plus extérieur à nous-mêmes.
Mais je vais y revenir puisque c'était le deuxième temps de mon propos, après que j'ai défini les termes. Salariat et bourgeoisie. Salariat, pourquoi qualifier par le terme de salariat la classe révolutionnaire? Donc la bourgeoisie, c'est un terme abstrait qui ne désigne pas des groupes sociaux précis. Ça peut changer. Il ne suffit pas de décrire le groupe social pour décrire la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est l'ensemble de ceux qui maîtrisent les institutions de la valeur. C'est-à-dire aujourd'hui la propriété, le crédit et la réduction des travailleurs à des êtres de besoin, soit comme travailleurs indépendants, soit comme travailleurs sur un marché du travail. Face à la bourgeoisie, pourquoi appeler salariat la classe révolutionnaire? Eh bien parce que, de fait, empiriquement, encore une fois, moi je suis dans l'observation empirique de la façon dont nous sortons du capitalisme, empiriquement, c'est par les institutions du salaire que les choses se font. C'est par, d'une part, l'attribution à la personne d'une qualification, le fait que nous devenions titulaires du salaire, et c'est d'autre part la socialisation du salaire sous forme de cotisation pour subventionner l'investissement. C'est la socialisation du salaire dans l'assurance maladie qui, dans les années 60, a permis de subventionner la construction des hôpitaux sans faire appel au marché des capitaux, sans faire appel au crédit. Et c'est donc, tant pour le régime de propriété que pour le statut du producteur, le salaire qui est l'institution révolutionnaire. Vous comprendrez aussi pourquoi c'est l'institution la plus disqualifiée. Pourquoi la classe dirigeante va construire un récit en disant « Mais non, le salaire, c'est la subordination. C'est l'échange d'un revenu contre une subordination. » Vous voyez, la force de la classe dirigeante, c'est sa capacité à produire un récit dans lequel nos victoires sont lues par nous-mêmes comme des défaites. Du coup, nous sommes dans l'impuissance, puisque nos victoires sont des défaites. Que faire? Un enjeu décisif pour un chercheur en sciences sociales, c'est de construire un récit alternatif au récit de la bourgeoisie. C'est un peu mon ambition, évidemment, dans ce séminaire. Salariat, c'est donc une classe sociale, dans l'abstraction d'une classe sociale. C'est une classe sociale qui conquiert, par les institutions du salaire, la maîtrise de la valeur. Une classe révolutionnaire, c'est une classe qui conquiert la maîtrise de la valeur. La définition de ce qui vaut et la production et la répartition de ce qui vaut. Deuxième temps, mais beaucoup plus court de mon propos, parce que là j'ai vraiment dépassé l'heure prévue. Je suis en train de le dépasser en tout cas. Donc quelques minutes, mais j'y reviendrai plus longuement du coup la prochaine fois, quelques minutes sur l'enjeu de droit économique de la personne, qui est le titre du séminaire de cette année.
Dans la pratique capitaliste de la valeur, nous sommes étrangers au travail. Le travail est une réalité qui nous est étrangère. Non pas le travail concret. Au contraire, nous sommes exaltés sur nos compétences, nous sommes invités à multiplier les initiatives en termes de travail concret. Ça, bien sûr, nous sommes sollicités en permanence. Non. Mais le travail abstrait, c'est pas nous. Il faut qu'on s'insère. Il faut s'insérer dans un lieu où on n'est pas. Et puis il y a un moment où on ne travaille plus. Et puis la classe dirigeante réussit à nous convaincre que c'est une bonne chose de ne plus travailler. Vous vous rendez compte là ? Je milite pour une autre laïcité, non récupérable par le Front National, la séparation de l'État et du MEDEF. C'est-à-dire le fait que tout le rituel religieux par lequel nous adhérons à nos chaînes, considéré comme naturel que on va à l'école pour se former, pour aller sur le marché du travail. Comme si on n'était pas dans le travail. Non, il faut aller quelque part où on n'est pas. Puis il faut ôter sa casquette et dire bonjour à la dame, sinon... L'enjeu du communisme, c'est que le travail devienne inhérent à nos personnes, qu'il sorte de l'hétéronomie, que nous n'ayons plus à montrer patte blanche pour être dans le statut commun de contributeur à la production de valeur. Alors je sais qu'il y a une façon de s'en tirer illusoirement, qui est de dire mais supprimons la production de valeur, supprimons le travail, supprimons la monnaie. Il y a beaucoup d'illusions autour de cela. Et la classe dirigeante a tout à fait intérêt à ce que se développe ce genre de thèse. Il s'agit, dans une révolution communiste, d'inclure la maîtrise du travail dans les droits de la personne. Nous savons tous que l'activité est une réalité anthropologique majeure, que nous avons tous besoin de nous confronter à l'altérité de la négociation avec la nature, de la confrontation à autrui, etc., dans le travail concret. Bon. Le travail concret, nous sommes tout à fait, à juste titre, convaincus de son utilité anthropologique. Mais la classe dirigeante, elle nous dit, va, c'est bien, ça vous suffit. Qu'est-ce que vous demandez de plus ? Ce que nous avons à conquérir, c'est une autre dimension qui nous fait des humains, une autre valeur anthropologique du travail. La valeur anthropologique du travail en tant qu'il produit de la valeur économique. Et en tant que nous sommes en permanence confirmés comme contributeurs, que nous n'avons pas à quémander dans la crainte cette reconnaissance, soit sur un marché des biens et services, où nous allons, je sais pas quoi, poster une vidéo en espérant qu'on va en tirer quelques ressources par la publicité ou par je sais pas quoi, ou sur le marché du travail. Toute notre socialisation primaire, aussi bien dans la famille qu'à l'école, naturalise cette violence sociale inouïe, qui fait qu'il faut entrer dans un truc dans lequel on n'est pas.
et sur lequel on n'a aucune prise, qui ne dépend pas de nous. L'enjeu de construire les droits économiques de la personne, c'est de faire de la maîtrise de la valeur un droit de la personne, un attribut de la personne. En finir avec le soupçon que nous ne sommes pas dignes d'être, que notre activité n'est pas digne d'être socialement validée. En finir avec l'obligation de nier ce que nous sommes pour être reconnus dans l'ordre de la valeur. C'est ça l'enjeu. Il est énorme. Il est énorme parce que nos représentations nous font intérioriser la violence capitaliste. Tous titulaires d'un salaire à la qualification personnelle, tous titulaires de l'outil de travail. C'est cela les deux grands droits qu'il faut attacher à la personne. Et je proposerai, je le fais dans Émanciper le travail, je le fais plus encore dans Vaincre Macron, cette attribution à 18 ans, enfin comme droit nouveau de citoyenneté, de ces droits de souveraineté sur la valeur. Il y a une urgence démocratique pour cela. Je m'en explique longuement dans le 3e chapitre de Vaincre Macron. Il y a une urgence démocratique. Le fait que nous soyons étrangers au travail abstrait, le fait que nous soyons étrangers au travail a des effets extrêmement délétères sur la démocratie. Et j'ai donc tout un chapitre dans Vaincre Macron, mais ce sera aussi l'objet d'une séance dans ce séminaire, de montrer comment l'enjeu de démocratiser le travail est absolument central pour la démocratie politique elle-même. Voilà, j'en ai fini avec ce topo initial. Nous avons une demi-heure de débat. On commencera à l'heure la prochaine fois et je ferai dans 1 heure et non pas dans 1h10 pour que nous ayons 1 heure de débat. Alors, bon, oui, non, vous êtes sympa, mais c'est pas la peine d'applaudir. Je crois qu'il faut qu'on est là dans une logique de séminaire. Essayons plutôt d'entrer dans une discussion.